Savais-tu que tu communiques sans dire le moindre mot? Es-tu curieux, curieuse de savoir que tu communiques en secret? Es-tu tanné de parler dans le vide? As-tu l'impression que personne ne t'entend ou t'écoute vraiment? Au-delà des mots et du non-verbal, il y a le quantique. Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger en explorant les différences dans les façons de penser et d'être. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. En approfondissant aujourd'hui sur la différence entre parler et communiquer, tu vas découvrir le monde de la communication universelle et comprendre pourquoi parfois parler ne sert absolument à rien. Et enfin cesser de t'épuiser à trouver les mots. Pourquoi je fais cet épisode-là? Parce que pour moi, je suis vraiment allée à l'école de la vie qui enseigne l'importance de parler. Pourquoi quand on parle, ça donne rien? Donc, il y a beaucoup d'aspects et je vais vraiment t'initier à la communication quantique. Donc, c'est vraiment un épisode qui va au-delà là, de la communication non verbale qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Linda Valade est une des grandes ambassadrices de ce processus-là qu'on est capable que notre corps, notre expression faciale parle. Il y a bien des choses qui parlent, mais étant donné que moi, mon terrain de jeu, ma spécialité, c'est le quantique et la communication universelle, je vais t'initier à ça aujourd'hui. Si tu ne connais pas déjà, tu vas vraiment adorer. Alors, c'est drôle de voir, je sais pas si tu as déjà vu, admettons, essayer de parler, toi tu parlais en français, puis tu essayais de parler à un anglophone, puis tu as comme eu le réflexe de crier ou de hurler ou parler plus fort pour être compris comme si ça allait faire une différence sur le langage, puis ça se produit dans les deux sens. Euh, c'est pareil lorsqu'un parent tanné de répéter va hurler à la place. Ensuite de ça, il y a les petites personnes aussi. Souvent, les gens qui sont petits vont avoir tendance à crier, même souvent, ils vont se lever sur le bout des pieds, comme si de parler plus fort ou de se rendre plus grand allait se faire entendre mieux. Il y a même un phénomène très drôle. D'ailleurs, moi aussi, ça m'arrive, des fois, je suis comme, ben voyons, Chantal, calme-toi. Quand on parle au téléphone, donc on a souvent tendance à crier. Pourquoi? Parce que on a comme un sentiment de distance qui nous fait qu'on va hurler. Donc, il y a beaucoup de gens qui hurlent quand ils parlent au téléphone parce qu'il y a notre subconscient est comme c'est loin, c'est loin. Fait que notre cerveau, il compute pas la distance de la même façon qu'avec les téléphones. Puis, moi, ce que je veux t'amener aussi comme subtilité au niveau de la communication, dans le fond, est-ce qu'on cherche à parler ou à être entendu ou à être obéi? Puis ça aussi, c'est une belle subtilité qu'on va aborder aujourd'hui parce que souvent, un parent va dire à son enfant, tu vas-tu m'écouter là? Bien, souvent, l'enfant, il écoute, mais il n'obéit pas. Et ça, pour un enfant, ça fait une grosse, grosse, grosse différence parce qu'il comprend pas pourquoi il se fait chicaner alors qu'il fait exactement ce que la personne dit. Oui, je t'écoute, mais je comprends rien ou je ne t'obéis pas, c'est autre chose. Donc, c'est encore une fois une subtilité importante. Et la dernière, duquel les gens sont de plus en plus conscients à l'affût, c'est est-ce qu'on cherche à parler ou à convaincre? Parce que c'est ça, souvent les pièges qui vont nous faire expérimenter beaucoup de frustration, de limitation, de complexe parce que à un moment donné, à force de ne pas se sentir entendu, on devient triste, on se sent seul, on se sent isolé et c'est vraiment pas confortable. Donc, ce que je veux amener aujourd'hui, c'est comprendre l'impact d'une posture souillée et des croyances limitantes par rapport à la communication.
puis pourquoi j'ai jugé important d'en parler, c'est que j'ai eu souvent des gens en consultation qui avaient des troubles, OK? Puis c'était des troubles physiques qui étaient une conséquence de leur manque de foi en leurs paroles. Quel genre de conséquences physiques ça peut apporter? Des troubles respiratoires, OK? Donc, les poumons. Les poumons, oui, c'est une connexion à la joie, mais c'est sûr que quand on s'époumonne à parler, ben, c'est ce que ça peut donner comme conséquence. Bien sûr, tout ce qui est l'asthme, la pneumonie et tout ça. Lorsque c'est moins avancé ou que c'est plus avancé, parce que ça va vraiment dépendre de la personne. Il y en a que ça va commencer par les poumons, après ça va aller dans la gorge. Il y en a que ça va commencer par la gorge, après ça va aller dans les poumons. Parce que euh, toutes les, euh, toutes les croyances limitantes partent à peu près toutes de la même place, la proposition slash l'illusion de l'impuissance. Et il y en a que ça va les conduire tout droit à l'isolement, il y en a que ça va les conduire tout droit à la tristesse, et il y en a que ça va les conduire tout droit à ma parole ne vaut rien, ça sert à rien de parler, ça donne rien quand je dis quelque chose, personne m'écoute, personne m'entend. Euh, donc, toutes les croyances. Alors, c'est ce qui va faire que tout ce qui sert à communiquer par la parole, on s'entend, c'est ce qui va faire que à long terme, les croyances qui vont se développer, qui sont extrêmement nocives, mais surtout illusoires, parce que c'est pas vrai, mais on finit par s'en convaincre. Et moi, la première, là, je vais te raconter plus tard comment moi je l'ai vécu, mais tu sais, donc toutes ces croyances-là illusoires qu'on est limité dans notre capacité à communiquer. Ça veut dire quoi? Que quand on parle, ça fait une différence. Et donc, cet espace-là peut générer des douleurs à la gorge, des pharyngites, laryngites, au niveau des poumons, ça va être bronchite et tout ça. Et pourquoi ça finit par it? Parce que toutes les maladies en it, il y a de la colère dedans. Et la colère, ben, ça naît d'un sentiment slash illusion slash proposition d'impuissance à communiquer. Tu sais, il y en a que ça va commencer aussi par, au niveau de la gorge, des inflammations et tout ça. Il y en a que ça va être dans la bouche qui vont avoir des symptômes, que ça peut être toutes les maladies buccales, là, des abcès, toutes sortes de choses. Donc, tout ce qui est là, qui part de la bouche, donc ce qui sert à communiquer, la respiration et le son, donc ce qui est corde vocale, et tout ce qui est respiratoire, donc les poumons, les bronches et tout ça. Dis-toi que si tu as un bug avec ça, puis je parle pas d'un bug exceptionnel là, avec les allergies qu'on a de ces temps-ci, là, mais tu sais, soit répétitif, soit récurrent, soit permanent. Pour certains, là, moi, à la fin, c'était récurrent. Donc, c'était permanent à la fin. Donc, c'est sûr que dès que tu as des troubles au niveau à ces aspects-là, il y a des bonnes chances que tu aies un trouble de la foi en ta capacité à communiquer. Donc, comment moi j'ai étudié, je vais dire ça comme ça, parce que, tu sais, des fois, puis j'en parle des fois avec des gens quand je réseaute ou avec des amis, euh, tu sais, c'est vraiment, j'ai comme, je me rends compte que dans plusieurs aspects de ma vie, je me suis comme dévouée comme si j'étais moi-même un laboratoire d'études, surtout, tu sais, dans le phénomène des cas de dépression que j'ai fait, tu sais, je me suis tellement étudiée, je me suis tellement observée, que je constate que crime, j'étais le meilleur laboratoire ou le meilleur école, appelle ça comme tu voudras, pour apprendre le phénomène et l'étudier. Puis, ben, je pouvais m'observer 24/7, chose qui se fait qui se fait rarement par le biais de la médecine traditionnelle. Donc, tu sais, j'étais vraiment mon chum me dit tout le temps, et que tu es remarqueuse, je ne sais pas comment traduire ça pour les Français ou l'Europe, remarqueuse,
hyper observatrice. Donc, ça veut dire que je remarque beaucoup, que j'observe beaucoup, que je suis très, très, très attentive jusqu'à ce que ça titille, là, que ça l'agace. Donc, mon chum me dit tout le temps, et que t'es remarqueuse, ben, ce processus-là, puis c'est pas pour rien que je l'enseigne aujourd'hui, la pertinence puis les bienfaits de l'auto-observation, parce que moi, c'est non seulement ce qui m'a aidé à progresser, évoluer, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être à l'affût des moindres signes de communication que ma clientèle me livre lorsque on échange ou qu'on parle ou peu importe. Donc, je te raconte un petit peu mon processus d'exploration de la communication. Comment j'ai vécu ça? Ben, premièrement, enfant, ça donnait rien de parler. Premièrement, quand je parlais, il y avait très peu d'attention, très peu d'écoute et souvent, étant donné que j'étais une enfant, comment je pourrais dire, un peu très, très précoce au niveau de ma capacité à comprendre les choses, ben, quand j'arrivais puis que je parlais à des adultes, ben, des fois, je comprenais mieux qu'eux, donc ils pensaient que c'était n'importe quoi que je disais. Donc, c'était vraiment particulier comme relation parce que je me disais, crime, un exemple concret, là, je vais t'expliquer. Là, j'étais allée, admettons, au planétarium, je pense que ça s'appelle à Montréal. Puis, c'était une activité scolaire ou je me rappelle plus. Puis, ils nous avaient fait la présentation. Puis après la présentation, il avait tout expliqué comment il arrivait à projeter les images sur dans le plafond, là, si on peut dire, parce que c'est une espèce de dôme, là. Puis il y a comme deux, trois étages de plafond et c'est comme ça qu'il arrive à superposer certaines images. Mais imagine-toi qu'un enfant de 8 ans te raconte ça puis qu'il t'explique ça, ben, puis qu'il pense que tu parles, tu sais. Fait que moi, j'avais été là avec mes parents, puis là, je leur avais dit, hey, le plafond, là, finalement, ça marche de même, ça marche de même. Mais là, ils pensaient que je pensais que c'était le vrai ciel qu'il y avait comme dernier background, là, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que ça, c'est juste un exemple pour te faire comprendre que j'étais soit pas comprise ou mal comprise ou il y avait beaucoup de préjugés du fait que j'étais un enfant. Donc, ça m'a fait comme Heu et en plus, parallèlement à ça, si on parle au niveau de ma vie familiale comme telle, ben, on déménageait extrêmement souvent, là. On déménageait aux 3 à 5 ans environ. Donc c'était sûr que jamais personne m'a demandé mon avis et même si je disais que ça me faisait de la peine ou quoi que ce soit, ça donnait rien de parler. Donc ça a été ma première semence, ben, en tout cas parmi les premières semences parce que tu sais, si je recule dans le berceau, ma mère avait comme philosophie que quand on va dans le monde, c'est parce qu'on est joyeux et heureux. Donc, quand j'appelais dans mon lit puis que je pleurais, ben ma mère, elle venait pas, elle rouvrait, elle regardait, ah, je pleure encore, elle refermait la porte et elle s'en allait. Donc, il y avait pas de place pour je communique un mal-être. Fait que c'était vraiment particulier comme processus. Fait que, tu sais, je suis partie de ça. Faut pas parler pour arriver à la petite enfance puis à l'enfance pour dire ben regarde finalement ça donne carrément rien de parler. Quand je suis arrivée à l'adolescence, ça a été différent. J'ai comme changé de processus de communication pour finalement étant donné que on m'avait dit, j'avais comme très bien intégré les concepts que ma mère m'avait inculqués. Quand on va dans le monde, c'est pour être sociale, joviale, souriante, sympathique, dynamique. Donc, c'est l'époque de l'adolescence, c'est l'époque où je suis devenue la prodigieuse hypocrite que je suis devenue avec les années jusqu'à mes 42 ans que j'ai déjà parlé dans plein d'épisodes. Donc, mon entraînement intensif à l'hypocrisie a été l'adolescence parce que je vivais des drames assez intenses. Puis, personne ne savait rien. Même quand je me suis fait agresser, ben, le court temps où est-ce que les gens ne le savaient pas, ben, j'étais encore aussi joviale et dynamique et sympathique et olé olé. Donc, tu sais, j'étais vraiment hypocrite à cacher tout ce que j'étais, tout ce que je vivais. Donc, ce que je m'étais mis comme note. Ado, je disais n'importe quoi, c'est clair. Donc, je disais
très peu ou pas la vérité sur moi. Je parlais pour être drôle. Donc, il y avait vraiment pas grand-chose de vrai dans mon discours. Donc, je disais n'importe quoi parce que, anyway, je savais que ça donnait rien de parler. Puis, deuxièmement, ben, on m'avait dit que les choses pas belles, tristes ou whatever, on n'en parle pas. Donc, j'avais vraiment adopté, j'avais mis un méga filtre sur ce qui a le droit de sortir de cette bouche-là. Et ben, qu'est-ce que ça l'a généré comme processus? C'est que de jeune adulte, ben, je perdais la voix souvent. Donc, je faisais des extinctions de voix, je faisais des pharyngites et des laryngites. C'est sûr, mon corps, il a dit, garde, si t'es pas capable de dire d'autres choses que des conneries, garde, tu n'as pas besoin de parler. Donc, mon corps commençait à me donner des indices. Que j'avais à parler de ma vérité. Pas dire la vérité, mais parler de ma vérité, de ce que je suis, de ce que je pense, comment je me sens. Donc, si tout notre corps est supposé de livrer notre amour de nous, nous servir à livrer l'amour, ben là, je livrais de la bullshit. Fait que, c'était vraiment pas un bon usage d'un corps, d'une parole. Donc, c'est clair que mon corps a commencé à me donner des indices. Et lorsque je suis arrivée adulte, là, j'en faisais vraiment beaucoup plus, laryngite, pharyngite, et je perdais la voix de plus en plus longtemps quand je la perdais, jusqu'à la fois que je l'ai perdue pendant 6 mois. Ça a été la dernière fois que j'ai perdu la voix, je l'ai perdue pendant 6 mois. Euh, Puis ce qui est assez paradoxal dans le tu sais, aujourd'hui, là, à l'époque, je ne l'ai pas vu comme ça. On s'entend, là, tout ce que je voulais, c'était parler. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, puis quand je me revois, euh, quand tu perds la voix ou quand tu fais des pharyngites ou des laryngites, ta voix elle devient fuckée, là, très bizarre. Il y a des sons bizarres. Tu sais jamais quand il va y avoir un son qui va sortir. Tu sais jamais s'il va être aigu ou faible. Des fois, ça fait une surprise quand ça sort. Ah, tout à coup, il y a du son qui sort. Donc, c'est vraiment déstabilisant de parler, mais c'est aussi déstabilisant à entendre. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que les gens te remarquent beaucoup plus. Ha ha ha! Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué là, tu sais, j'ai pris conscience de ça bien longtemps par après, là, parce que à l'époque, c'était totalement inconscient que j'existais de plus en plus quand je perdais la voix. Les gens me remarquaient, ils m'agaçaient, ils me titillaient, ils me tombaient sur les nerfs. Donc, mais j'existais en tabarnouche, là. Donc, c'est pour ça que ça se rallongeait tout le temps parce que il y avait un ego identitaire. Donc, il y avait une nouvelle Chantal qui avait trouvé le moyen d'exister, d'attirer l'attention et de la maintenir. Parce que la fois, tu sais, mettons, j'arrivais au travail, puis là, ben, ce quart de travail-là, j'avais pas de voix. Ben, quand j'arrivais le quart d'après, ceux qui avaient travaillé avec moi, ben, hey, ils voulaient savoir, ah, ta voix est-tu revenue? Donc, le processus qui s'est développé, donc l'ego identitaire d'une Chantal qui avait pas de voix, mais qui était pratiquement la vedette du chantier, c'est ce qui a fait que la longévité de mes espaces de perte de voix faisait que j'avais un espace de gloire, donc le besoin d'être vu et entendu de l'ego et de l'âme était comblé, là. OK? Fait que ça, ça, là, c'est vraiment, là, tu sais, je pense que c'est pour ça que je fais l'épisode aujourd'hui, c'est que la communication, là, c'est un monde. C'est un monde. Puis il est fondé sur quoi? Le besoin d'être vu et entendu. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est qu'on veut arriver à exister. Et comment on peut se prouver qu'on existe? C'est en faisant une différence dans notre milieu. Fait que non seulement ça faisait une différence en moi, mais ça générait une différence. Puis mon Dieu, que j'existais pendant ce temps-là, là. Donc, c'était à la fois au départ, c'était mon corps qui me disait, ben garde, sois vrai, parle.
et tu vas être entendu, tu as un problème de foi en ta parole, mais c'est devenu une identité, c'est devenu une Chantal, parce que cette Chantal-là est devenue comme la vedette de ma vie, parce qu'elle attirait pas mal plus l'attention que celle qui parle pas, qui est hypocrite. Donc, la Chantal qui avait plus de voix était devenue une vedette, là. Fait que c'est vraiment, c'est comme un piège qui peut s'insérer. Puis là, je te le donne dans l'exemple de ça parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce processus-là, un des processus par lesquels se développe l'ego. Ben, tu sais, ça peut se développer par n'importe quelle maladie, là. Donc, c'est ça qui fait que bien des fois, et surtout dans le cas de maladies chroniques, ça c'est une autre histoire, mais euh, tout ce qui perdure dans le temps, parfois, OK, parce que c'est pas tout le temps, mais la, bien souvent, on va dire bien souvent, il y a des bénéfices il y a des bénéfices qu'on va chercher par le biais soit de la maladie ou de l'handicap qu'on n'est pas capable d'aller chercher autrement. Donc, en quelque sorte, c'est le système de survie qui embarque et qui trouve une solution inusitée. Et ce que je me suis rendu compte avec les années, autant pour moi personnellement que par le biais des consultations que j'ai eues, la maladie est la porte d'accès la plus facile pour attirer l'attention, pour attirer des bienfaits, des bénéfices qu'on n'est pas capable de demander tout simplement parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on a peur de déranger, parce qu'on a peur de demander. Et la voix donc la voix, OK, donc la voix E, qui nous permet d'avoir de la voix X pour exprimer nos besoins, ça va être la maladie. Et ça, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, là, je dis pas toutes parce que j'aime pas généraliser, mais quand on dit le mal a dit, là, ben oui, c'est vrai que le corps parle autant à nous que ça peut servir d'outil pour interagir, pour obtenir des bénéfices quelconques. Donc, c'est ça le paradoxe, c'est qu'au début, au début, c'est un outil pour se voir, pour s'entendre, pour se conscientiser dans nos croyances, dans nos limitations. Puis après ça, ça devient un handicap, une maladie, un inconfort ou peu importe, qui nous permet d'aller chercher des bénéfices. Et après ça, ben, on s'occupe même plus du message que le corps livrait parce que on devient confortable dans le bénéfice et on ne veut plus guérir. Parce qu'on va chercher tellement de bénéfices qu'on n'est pas capable d'aller chercher sans la maladie ou le problème, que on se retrouve dans un piège. On se retrouve dans un piège où est-ce qu'on croit vouloir guérir, mais que dans le fond, on ne veut pas du tout guérir. Et, tu sais, j'ai plein d'exemples de ça, là, plein, plein, plein. Alors, je continue je me ramène à l'ordre et je continue mon aventure. Donc, après mes 6 mois que j'ai perdu la voix, pas tellement longtemps après, là, ça se compte peut-être en mois ou en 1 an ou 2 max, là, je suis devenue solopreneur, donc conférencière. Donc, quelqu'un qui avait pas foi en sa parole, là, a fait un 360 et s'est dit, je choisis de croire en ma parole. Ça a été vraiment drôle, là, parce que, puis à l'époque, euh, tu sais, ça a été, je te dirais, je vais dire semi-conscient, parce que c'est clair que quand tu perds la voix pendant 6 mois, euh, aujourd'hui, je sais que je cherchais désespérément à avoir de l'attention. Mais avant tout, j'ai eu tellement envie que ma voix revienne, j'ai eu tellement besoin que ma voix revienne, j'en pouvais plus, puis ça faisait des fois mal, des fois pas mal, mais c'était là. Et à un moment donné, euh, tu sais, j'y suis là, je me replonge présentement pour aller vraiment chercher tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Puis quand, euh, quand j'ai choisi, euh, pendant cette période-là où à un moment donné, ça fait un flip, tu sais, je disais, ah, j'attirais beaucoup l'attention, j'attirais beaucoup l'attention. Ben, j'attirais
l'attention que par ça. C'est comme si j'étais retombée dans le piège de l'agression sexuelle où est-ce que je me disais les gens vont m'aimer juste pour mon cul. Ben là, c'était comme les gens s'intéressent ou ne voient de moi que mon trouble vocal. Fait que c'est comme si ça avait cheminé parallèlement ces deux processus-là, où est-ce que où est-ce que j'avais je voulais vraiment que les gens me voient pour ce que j'étais. Puis je pense qu'on le vit tous, à un niveau ou à un autre, en s'en rendant compte ou pas. Tu sais, le besoin d'être vu et entendu, c'est tellement deep, c'est tellement profond à l'intérieur de nous. C'est le point de rencontre, c'est la seule chose que l'âme et l'ego ont en commun, le besoin d'être vu et entendu. Donc, c'est sûr que quand on arrive dans notre individualité, dans ce qu'on est, puis que notre personnalité se développe, ben, on a le choix de croire ou pas qu'on est vu et entendu. Et malheureusement, tous nos égos se développent sur une, deux, trois caractéristiques, mais pas sur l'ensemble de ce que nous sommes, pas sur l'ensemble de notre génie, pas sur l'ensemble de l'amour qu'on est capable de donner à quelqu'un, pas sur l'ensemble de notre capacité à apporter de l'attention, de la générosité. Donc, tout ce qui se mesure pas, c'est l'âme qui cherche à être reconnue. Tout ce qui se mesure, c'est l'ego qui cherche à être reconnu. Et ce processus-là où on veut enfin être vu et entendu, ben, nécessite d'être écouté. Et c'est là que notre foi en notre parole trouve sa semence ou pas. Et j'ai eu à accompagner tellement de gens qui avaient perdu la foi en quand je parle, ça fait une différence, là. Cette croyance-là, là, qui dit quand je parle, ça donne rien. Quand je parle, personne m'écoute. Quand je parle, personne me comprend, là. Donc, la croyance, parler ne donne à rien. J'en ai eu beaucoup en consultation des personnes aux prises avec ça, mais c'est pas comme ça que ça. Tu sais, on le voit pas quand on est dedans. Mais cette foi-là qui se dissout petit à petit, quand à chaque fois, soit on se tait, souvent on est les premiers coupables. C'est soit on se tait ou soit on est hypocrite. Moi, dans mon cas, c'était de l'hypocrisie, mais je me taisais aussi très souvent. Donc, on peut pas aspirer à être vu et entendu. C'est ce qu'on dit et n'importe quoi. Qu'on est convaincu que ça donnera rien, puis ça, je vais revenir plus en profondeur plus loin, ou quand euh, on se tait. Mais on ne focus pas sur ouais, ben c'est sûr que si je dis rien, je ne serai pas entendu. Non, on a le ressenti. Étant donné qu'on est convaincu qu'on ne sera pas entendu, ben on focus pas sur je vais me taire encore, on focus sur encore une fois, je suis sûre qu'il ne m'aurait pas écouté, je suis sûre que ça n'aurait rien changé. Donc on ne devient plus au présent, on parle au futur. Donc on vit notre vie par anticipation des résultats basés sur nos résultats passés. Donc c'est très, très, très facile de s'égarer vers la perte de notre foi en la parole, notre perte de foi en la communication. Donc, je deviens solopreneur et le switch, le point de bascule, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, là, la switch se fait où est-ce que, au lieu d'être convaincu que ça donne rien quand je parle, je choisis de parler et de parler de ma vérité. Donc, ça veut dire quoi? Ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je te livre depuis maintenant, c'est le 20e épisode. Donc, c'est ce que je fais en conférence, c'est ce que je fais aussi en consultation pour aider les gens à comprendre qu'est-ce qui se vit, puis pour créer des ponts vibratoires et émotionnels avec mes clients. Donc, à cette heure, je parle de ma vérité, j'incarne ma vérité, je suis ma vérité. Et cette transparence-là qui s'est installée fait que, encore la semaine passée, en réseautage, il y a une personne qui s'est assise à côté de moi et c'était la première fois qu'elle venait à ce groupe de réseautage-là, puis elle s'assied à côté de moi. On passe tout le repas une à côté de l'autre et quand elle s'est levée, puis on était rendu à partir, elle me regarde, elle dit, toi, on va se revoir, là. OK. Ben, elle dit, tu savais-tu que juste d'être à côté de toi, là, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous?
J'ai dit oui. Donc, il se passe quelque chose lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est transparent, lorsqu'on est sincère. Pourquoi? Puis ça dépend du processus de l'amour inconditionnel, bien sûr, parce que je lui ai dit, par après, je lui ai expliqué, j'ai dit, c'est parce que ce que tu reçois lorsque tu es à côté de moi, c'est tu peux être tout ce que tu veux, puis je vais t'aimer pareil. C'est ça que j'aimais en permanence aujourd'hui. Et cette émission-là, donc j'aimais, cette émission-là devient très confortable pour les gens là, lorsqu'ils me côtoient. Et j'ai eu un hot seat concernant mon podcast. Là. J'ai comme fait étudier, voir est-ce que mon podcast, je peux l'améliorer ou peu importe. Et c'est ce qu'on m'a dit. C'est comme, on se sent, là, on dirait qu'on est assis dans ton salon, dans ton salon avec toi. Fait que j'étais vraiment contente de savoir que ce qui se vit en présence se vit maintenant par le biais de mon podcast. Fait que j'espère que tu te sens aussi accueilli que cette dame-là au réseautage. Donc, je deviens solopreneur. Je deviens conférencière et je parle de ma vérité authentique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de magie qui s'opère. Je prends goût à exister sous ma forme originale. Tu sais, c'est comme l'imposture tombe progressivement. Mon goût d'être vrai, mon plaisir de m'affirmer, de dire les choses, vraiment, là, ça se développe, ça prend beaucoup d'ampleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve ma foi en la parole, donc en ma parole, de différentes façons. Ça prend toutes sortes de chemins, là, mais tu sais, ça se rejoint toutes là, pour enfin que je développe ma foi en ma parole. Euh, plus ma carrière se développe, parce que ça a passé aussi par le biais du marketing quantique que j'ai expliqué dans euh, l'épisode 18. Donc, quand j'ai développé le marketing quantique, ça aussi, là, ça a contribué, mon expérience là, où est-ce que j'ai rien changé sauf de croire encore plus en moi, de croire que j'avais quelque chose de spécial, d'unique, de spécifique, que ce que j'offrais personne d'autre pouvait l'offrir. Là. Cette semence-là là, prenait beaucoup plus d'ampleur. Là. Donc, ça, c'est à partir de 2019. Donc, cette semence-là a pris de l'ampleur. Mes conférences et ce que les gens venaient me dire après les conférences, j'étais comme, mon Dieu, je suis entendue. Donc, c'est cet espace-là où est-ce que la magie de tout ce qui entoure la communication se plaçait même si j'étais pas consciente que je développais ma foi en ma parole, c'est comme si je touchais à tout l'aspect empirique, donc tout l'aspect de la communication au-delà de. Et, tu sais, j'étais en train de développer, de m'approcher du neurosensoriel, du neuroquantique. Donc, tout ça fusionné ensemble, ben, ça m'a permis de toucher à l'impact de la foi en la parole que je te livre aujourd'hui, avec que je vais aller encore plus précisément, là. Mais quand j'ai retrouvé ma foi en ma parole, ben qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Je me suis mis à commencer d'arrêter de parler, mais plus pour les mêmes raisons. Je commençais à communiquer. Et c'est ça la magie, c'est ça que la fille en réseautage m'a dit. Elle dit, il se passe de quoi quand on est juste à côté de toi? Et c'est ça que je veux dire. J'ai arrêté de parler et j'ai commencé à communiquer. Et ça, là, c'est un espace vraiment tripant. C'est sûr que, tu sais, les étudiants les plus avancés de mon école ont commencé à toucher à ça, puis tu sais, il y en a même un qui a commencé à toucher à la télépathie, puis il a fait comme, qu'est-ce que c'est ça, comment ça se peut, sans qu'il ait choisi ou décidé de s'entraîner à la télépathie, il s'est rendu compte qu'il n'avait, là. Fait que là, il a fait comme, ah! Donc oui, ce processus-là où on arrête de penser que la seule communication qui se passe, c'est par la bouche ou les yeux. Les yeux, on s'en rend compte, là, parce que quand on se fait regarder avec des yeux méchants ou quand on se fait poser un regard de jugement et tout ça, tu sais, on se rend compte là, qu'il y a des choses qui passent par là. Fait que, tu sais, on parle de communication verbale et de communication non verbale. On est de plus en plus à l'affût de ça. Mais là, de faire de la télépathie, de communiquer avec quelqu'un qu'on voit pas ou qu'on parle pas, ben là, tu sais, ça ébranle un petit peu plus. Et c'est là que c'est là que moi je parle de communication et non pas de parler.
Alors, je commence à arrêter de parler. Ah, puis ça, c'est vraiment drôle. Faut que je te conte une anecdote. Faut que je te conte une anecdote. Euh, j'ai commencé justement, j'avais commencé à l'époque à faire des soins. Fait que je faisais des soins avec ma voix grâce à ma grande, euh, comment je pourrais l'appeler? Cliente, étudiante, euh, cliente, étudiante, amie et une des personnes les plus précieuses à mon cœur aujourd'hui, Joanne, qui avait ramené l'aspect divin dans ma voix. Parce que quand j'étais jeune, je chantais beaucoup, mais je chantais vraiment caché en secret. Puis j'avais comme arrêté de chanter pendant bien des années, presque 15 ans. Puis le chant est revenu dans ma vie, mais avec une dimension vraiment divine, là. C'est pour ça que je fais des soins à cette heure avec ma voix. Et euh, donc, je, je commence à faire des soins, je commence à cesser de parler, à communiquer. Puis c'était quoi l'exemple que je voulais dire? Comment ça, j'oublie mon exemple, c'est dommage drôle. Euh, ah oui, c'est ça. Fait que là, je commençais à faire des soins. Donc, je faisais de l'accompagnement, puis des soins, des fois les deux ensemble, ou des fois juste un ou juste l'autre. Et comme tu peux voir, j'ai une tendance à parler beaucoup et expliquer beaucoup. Parce que quand j'accompagnais les gens, j'avais tendance à expliquer, expliquer, expliquer. Puis des fois, c'était pas nécessaire que j'explique autant, mais c'était plus fort que moi parce que moi, ce qui m'avait aidé à avancer puis à progresser, c'était comprendre. Fait que dans ma tête, on pouvait pas vivre un réel changement, on pouvait pas progresser, avancer en conscience si on comprenait pas. Donc, j'avais comme vraiment une croyance limitante, un gros blocage là-dessus. Il faut que les gens comprennent. J'avais un il faut, là, très fort. Et à un moment donné, à ce moment-là, je faisais de la canalisation, fait que je recevais souvent des messages. Et là, ça disait, Chantal, arrête de parler. Chantal, arrête de parler. Et c'était vraiment drôle parce que j'étais là, ben, je peux pas, tu sais, je peux pas. J'étais tellement convaincue que je pourrais pas arrêter d'expliquer parce que sinon les gens auraient pu autant de transformations et tout ça. Et c'était cocasse parce que mon chum, mon amoureux, parfois, il voyait, tu sais, il voulait que j'y fasse des soins, mais étant donné qu'il voulait garder sa vie privée pour lui, ses émotions, ou peu importe ce qu'il avait à s'occuper, il voulait le garder pour lui. Ben, ce qu'on faisait, c'est qu'il me mettait son information dans mes mains, puis là, après ça, je faisais le soin, contrairement à ma clientèle que, tu sais, ils me parlaient pour me dire leur objectif. Puis là, ben, je pouvais aller avec l'objectif, m'en occuper. Mais là, lui, il voulait pas me dire les choses. Fait que, il me donnait ça par les mains. Puis là, ben, moi, les choses se plaçaient. Puis je savais pas sur quoi je travaillais, mais ça se faisait. Et donc, à un moment donné, ben, à force que ça dise, Chantal, tais-toi, t'as pas besoin de parler, tais-toi, arrête de parler, puis tu sais, ta gueule, tais-toi. Puis là, j'étais comme, et là, ça dit, si tu veux continuer d'avancer, tu dois arrêter de comprendre. Et là, j'ai fait comme un finger, un gros, gros finger. Et là, j'ai fait comme, pas question que j'arrête de comprendre, ça marchera pas de même. Et là, je me suis mis à plafonner dans mon, dans mon évolution, dans ma progression, tu sais, puis tu sais, j'avais comme eu une petite baisse au niveau de ma clientèle. Je bougonnais. J'étais vraiment fâchée. Puis, tu sais, je me sentais comme, tu veux m'enlever ma bébé préférée, tu veux m'enlever ce que je crois le plus. Puis là, c'était comme, non! Puis, puis là, j'ai comme, et à un moment donné, ça faisait comme un bon bout de temps que ça plafonnait. Et qu'est-ce que je reçois pas en consultation? Une madame sourde. Oui, oui, oui. J'ai eu une cliente sourde. Et tu sais, j'étais rendue trop lucide pour pas me rendre compte que c'était comme, il y en a qui diraient, hein, c'est une conspiration, mais c'était pas une conspiration, c'était, tu vas comprendre, là, que t'as pas besoin de parler, là. Tu sais, ça a été vraiment, tu sais, c'était comme si je recevais mon ultimatum, là, tu vas te taire, tu sais. Fait que comme de fait,
La cliente prend le rendez-vous, fait qu'on a échangé au niveau de la consultation par courriel. Elle est venue en présentiel, j'ai fait le soin. Au bout du soin, elle me dit où est-ce qu'elle a des ressentis. J'arrange tout ça et là, elle s'en va, puis là, elle fait, tu sais, merci, merci, merci. Puis elle était donc bien comblée. Puis là, je bougonnais, puis je bougonnais. Puis, ben, j'étais contente, là, mais en même temps, j'étais comme, je pense que j'aurais pas le choix de me taire. Et là, il arrive de quoi? Je me souviens plus. En tout cas, j'arrive à la maison et j'étais vraiment fâchée. Puis là, mon chum, il me dit, ben oui, mais chérie, il dit, moi, je t'ai jamais rien dit, puis tu m'as jamais coaché. Puis il dit, chaque fois que tu me fais des soins, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et là, je fais, fuck. J'étais vraiment là. Ah! Et instantanément, je décide de dire OK et je lâche tout. J'ai encore la chair de poule à grandeur du corps parce que ça a été un des sauts quantiques le plus physique que j'ai vécu. J'ai dit OK, j'accepte, je lâche. Et là, je me suis mis à shaker et là, j'ai embarqué sur mon lit tout de suite parce que j'étais plus capable de contenir mon corps parce que je shakais, je tremblais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pleurais, je riais en même temps. Et là, je voyais, tu sais, quand on prend un petit livre, là, puis qu'on tourne les pages en tu sais, on regarde les images, puis des fois, il y a des petits dessins qui bougent, là. Ben, je voyais tout ça, toutes mes croyances face à il faut parler, toutes mes croyances là, défiler comme ça à une vitesse incroyablement rapide, toutes mes croyances limitantes s'effondraient. Et là, mon corps, ça tremblait, puis je pleurais, puis je riais, puis j'étais ah! Puis là, mon chum me regardait, j'avais l'air de faire une crise d'épilepsie ou je sais pas quoi. Mon chum était comme ça va-tu? Oui, c'est bon, parce que c'était tellement bon dans mon corps, parce que c'est comme si toutes mes barrières, toutes mes croyances s'effondraient, puis ça donnait comme je le sens encore, là, ça faisait vraiment là, comme une grosse vague, là, comme si j'avais plongé dans la mer, puis là, tout à coup, une vague avait balayé toutes les limites que j'avais par rapport à la communication, par rapport à comprendre, par rapport à parler, et c'est indispensable. En tout cas, l'aspect nocif de mes croyances communicationnelles, si on veut, ont été balayés par le biais d'un saut quantique qui s'est avéré autant physique que quantique. Et j'ai basculé à ce moment-là du côté de la communication universelle. Je me remets à l'ordre, je termine mon anecdote. Donc, je m'entraîne à la communication universelle avec mon chien, avec mes clients. Donc ça, là, ça s'est mis à prendre énormément de place dans ma vie. La communication universelle, ça veut dire que il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de passé futur. Donc, je deviens capable d'accéder à de l'information ou de la connaissance ou des compétences ou peu importe. Donc, je deviens capable d'accéder à de l'information, peu importe où est-ce qu'elle est dans le temps, peu importe elle appartenait à qui, peu importe euh, peu importe, dans le fond, peu importe. Je pense que ça résume bien les limités, là. Donc, la communication universelle devient accessible pour moi et c'est ce que j'utilise maintenant beaucoup dans mes consultations privées pour permettre d'aller chercher l'information là où elle est, indépendamment de on est quand. Donc, c'est très rendu très, 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 très le fun pour moi d'utiliser la communication universelle. Et je me suis entraînée avec ça beaucoup avec mon chien parce que, tu sais, le fait que j'apprenais à communiquer avec lui par un simple regard et par une simple posture ou simple pensée, tu sais, ça a comme progressé avec le temps et à un moment donné, moi j'allais toujours marcher mon chien dans un champ immense et plus il était loin, plus je disais Buddy, viens-t'en! Puis tu sais, je criais plus en plus fort, puis là, à un moment donné, je me suis surpris, tu sais, il était peut-être à, je sais pas, moi, 150 pieds, puis là, je me surprends à gueuler, Chantal, qu'est-ce que tu fais là? Il va t'entendre que tu cries ou tu cries pas. Et comme de fait, même là, je me suis entraînée à viens-t'en mon chien. Puis, tu sais, qu'il soit à un pied ou qu'il soit à 100 pieds, je le disais sur la même fréquence parce que c'est
Je me suis rendu compte, par exemple, ça faisait une différence si je le disais à voix haute ou si je faisais juste le penser. Peut-être encore là, c'était une croyance limitante. Mais tu sais, je soupçonne fortement que la vibration, parce que je dis tout le temps aux gens, quand tu vas avoir des réponses, pose tes questions à voix haute, les réponses viennent plus vite. Puis ça, je l'ai tellement testé de plein de façons que en tout cas, j'ai tendance à croire que le mouvement vibratoire émis par la voix génère une différence que celle de la pensée seulement. Fait que je disais, viens à mon chien, qu'il soit à côté de moi ou à 150 pieds, et il se revirait puis il s'en venait, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, là, ma foi en ma parole, ma foi en je communique, a tellement pris d'ampleur que je me suis mis vraiment à avoir du plaisir avec ça. Donc, je me suis entraînée avec mon chien et avec mes clients. Euh, j'ai été surprise, j'ai été surprise parce que plus je m'entraînais, plus ma foi s'installait, plus j'avais des réponses claires, pointues pour mes clients. J'étais comme, hein, comment ça je suis capable d'aller aussi pointu, aussi précis, là? Parce que, tu sais, il y a des fois que j'étais comme, crème, j'aurais été même pas capable d'y penser ou de l'imaginer ou de le concevoir dans ma tête. Puis là, j'arrivais, puis je disais ça au client, puis il disait, hein? Puis là, il faisait un saut parce que c'était tellement précis. Fait que, tu sais, j'étais comme, hein? Donc, ma foi, là, prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur en mes facultés. Tu sais, j'appelle ça à cette heure, pour rendre ça accessible et simple pour tout le monde, j'appelle ça ma faculté médiumnique. Mais dans le fond, c'est mes facultés quantiques qui me permettent d'utiliser la communication universelle et qui est devenue très, 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 très précise avec le temps, avec la pratique. Parce que la pratique, j'ai la volonté, mais la pratique nourrit ma foi et ma foi augmente le signal. Fait que c'est vraiment génial, tout ce processus-là. Donc, j'ai développé après ça, en tout cas au travers de ça, puis approfondi aussi beaucoup le développement du marketing quantique, car on communique malgré nous, donc on communique quantiquement. Tu sais, poser un regard de jugement ou un regard sévère ou dire quelque chose, tu sais, il faut qu'on le fasse, là. Tu sais, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un comportement, on agit, on a une réaction. Mais le quantique, là, si, si je pourrais simplifier la chose, là, le quantique, ça ferme jamais sa gueule, OK? Ça ne se tait jamais, le quantique. Donc, notre émission quantique ne se tait jamais. Et le pire dans ça, qui, pour moi, est le mieux, c'est que ça ne ment pas. Et tu sais, éventuellement, je vais probablement faire peut-être un épisode au niveau du marketing standard puis le marketing quantique, mais tu sais, ce que je veux que tu retiennes dans cet épisode-ci, c'est que euh, peu importe ta conception de toi, OK? Quand même, admettons, tu pas confiance en toi, puis tu arrives tout bien habillé, tout chic, le make-up, toute la posture confiante, le discours éloquent, blablabla. Mais si tu pas confiance en toi, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas avoir une émission souillée, distorsionnée. Parce que ton quantique, il sait, là. Il sait, là, que tu pas confiance en toi, puis que tu es en train de mentir. Donc, ton émission ne sera pas aussi confortable avec les autres qu'avec toi-même, qu'avec d'autres. Donc, c'est quand je dis que ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, ben malheureusement, si, comme on dit, les babines ne suivent pas les bottines, ben c'est ce qui va arriver. Euh, ton, ta communication sera pas aussi claire, précise, parce que ça ne sera pas cohérent, là. Donc, tu vas mettre beaucoup de distorsion dans ta communication. On va approfondir encore un petit peu plus tantôt. Alors, on rentre dans le volet enseignement de la chose. Donc, tout part de notre conception de nous par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que il y a des gens avec qui on se sent supérieur, il y a des gens avec qui on se sent inférieur, il y a des gens avec qui on se sent égal, puis souvent c'est ceux-là qu'on se sent le plus, ça va être souvent nos amis plus proches, des gens qu'on a choisis, des gens qu'on a confiance, des gens avec lesquels on va avoir été le plus vrai, sans nécessairement en être conscient. C'est d'avoir été vrai qui va avoir permis cette proximité-là. Et c'est là que le challenge devient important
Parce que l'émission quantique, comme je te dis, quand elle n'est pas capable de mentir et que tu émets une image qui va pas avec ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, c'est distorsionné. Et le signal que tu émets, là, c'est comme si, quand on écoute la radio, là, si c'est pas vraiment sur le poste, là, ça tombe ses nerfs, là, on veut fermer la radio vite, 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 là, on se sent agressé, puis tout ça. Donc, quand tu émets une image qui ne reflète pas vraiment ce que tu es, ben, ça fait le même type d'inconfort chez quelqu'un qui va te capter parce que la communication quantique qui se fait, donc que ni toi ni l'autre est conscient, ni toi ni l'autre ne gérez consciemment, parce que moi, à ce temps, je le gère, là. Tu sais, on est capable de jouer avec ça éventuellement, là, parce que ça peut être pratique, mais étant donné que ça se fait dans le quantique de façon inconsciente et que ça ne se ment pas, ben la conversation quantique qui se fait versus la communication par les yeux, la communication par la bouche, plus le non-verbal, ben il y a une distorsion qui s'installe et ça rend les relations, les rapports avec les autres inconfortables, que ce soit toi qui sois inconfortable avec l'autre parce que l'autre est en distorsion ou que l'autre soit inconfortable avec toi parce que tu es en distorsion, ben c'est ce qui va faire que les gens auront même pas envie de nous écouter si on est en distorsion. C'est là que ça devient important. Euh, et le deuxième aspect, donc, mis à part la distorsion, donc avoir envie d'écouter versus la capacité d'écouter, tu sais, si c'est pas sur le poste, là, tu n'entendras rien, là, ça va être distorsionné. Donc, les gens peuvent ne pas t'entendre parce que ton signal quantique émet tellement de distorsion que ils peuvent pas t'entendre consciemment, là, avec la même densité que si tu étais authentique, transparent. Et la deuxième chose au niveau de la communication quantique, euh, je l'ai écrit, je vais te le dire, je vais te le lire pour que ça sorte clairement, puis après ça, je vais l'expliquer. Donc, ce dont tu es convaincu, et là, je ne ferai pas du sexisme, selon ce que tu es convaincu aussi. Donc, que tu sois convaincu ou convaincu, ce dont tu es convaincu est la seule chose que tu peux expérimenter. Et ça, là, c'est une partie à retenir dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. Puis quand je parle de l'importance de la foi en ta parole, c'est tout là que ça se joue. Donc, si tu es convaincu que les gens t'entendent pas, t'écoutent pas, te comprennent pas, se foutent de ce que tu dis, ou que quand tu parles, ça donne rien, là, ça, là, c'est les 5 principales croyances limitantes face à parler, / communiquer. Si tu es convaincu que ça passe pas, ça passera jamais. OK? Ça, là, c'est même pas c'est même pas une façon de parler, là. OK? Si tu es convaincu que ça se rend pas, ça se rend pas. Et j j'ai tellement testé ce concept-là, autant dans l'inconfort, l'ignorance, OK? J'étais même pas consciente à l'époque où je l'expérimentais, qu'aujourd'hui, où est-ce que je l'ai conscientisé, testé, challengé, étudié. J'ai eu des consultations pour pouvoir le confirmer et j'ai finalement sorti de l'espace où, quand je parle, ça donne rien. Puis l'exemple le plus concret, là, celui qui m'a vraiment, comment je pourrais dire, donné une claque sur la gueule, bluffé pour les Français. Je suis la seule personne qui a été dans la vie de ma mère pendant toute sa vie, ben du moins durant toute ma vie, on va dire ça comme ça. Mais quand j'étais petite, puis plus je grandissais, ma mère était suicidaire. Fait que la croyance connexe à quand je parle, je dis rien. Quand je parle, ça donne rien. Il y avait comme une croyance qui était venue comme se coller, se souder à ça, qui disait, ben, ça me donne rien quand j'aime ma mère. Ça me donne rien de l'aimer. Quand mon amour ne fait pas une différence dans sa vie. Tu sais, donc, il y avait comme une grosse, grosse, grosse croyance limitante au sujet de mon amour sert à rien, donc que je dise je t'aime ou que j'agisse je t'aime, ça donnait rien. Et cette croyance-là était très, très, très solide. Puis il y a eu comme un gros processus qui s'est placé dans ma vie.
qui a eu un impact quantique sur ma mère. Et comme de fait, à sa fête de, je crois, c'était 73 ans, j'organise un souper avec elle, puis ma fille, puis on s'en va souper, puis tout ça, puis quelque chose de très simple, contrairement à tout ce que j'avais fait il y a bien d'autres années, que je faisais tout ce que je pouvais pour la faire sentir heureuse à sa fête. Puis, à un moment donné, ma fille s'en va à la salle de bain, puis là, ma mère, elle regarde la table avec. J'avais apporté un petit arbre, là, tu sais, tu rouvres, là, avec comme des broches, puis il y a des petites lumières au bout, là. J'avais amené un petit arbre comme ça pour mettre sur la table, pour décorer, pour que ça fasse fête. Puis j'avais accroché deux, trois ballons après ça pour que ça fasse fête au restaurant. Puis là, elle est en train de boire son drink. Et là, elle me regarde, elle dit, Coudon, on dirait que tu m'aimes vraiment. Et là, j'ai comme tilté, là, j'étais comme, quoi? Tu sais, j'étais comme en conflit d'intérêts, ben j'étais comme yeah enfin, puis j'étais comme ben là, c'était le temps que tu t'en rendes compte, puis j'étais comme fuck, qu'est-ce que tu sais, ça prenait ça. Donc j'avais vraiment de la colère, de la frustration, de la joie, de la satisfaction là, c'était vraiment tellement plein d'émotions mélangées qui allaient pas nécessairement ensemble d'habitude que là j'étais comme ça a fait tilt dans mon cerveau, ça a fait tilt dans mon corps, puis j'étais comme oh! Je savais même pas comment réagir, je savais pas quoi faire de cette information-là, mais tout ce que j'avais, ben, j'avais le enfin qui dominait, là. Mais j'étais comme, puis à cette époque-là, bien sûr, tu sais, j'étais avancée dans mon processus. Donc, tu sais, ça fait quoi, 3 ans de ça à peu près. Donc, je savais que c'était le travail que j'avais fait sur moi qui avait enfin permis ça. Et quand j'utilise le mot permis, là, c'est ça qui faisait heurk, heurk, heurk. Parce que j'avais fait le choix de croire. J'avais fait le choix de croire quelque temps avant, par le biais d'une expérience extraordinaire que je raconte dans mon deuxième livre, encore une fois avec cette fameuse Joanne. Euh, J'avais fait le choix profond et sincère et irréfutable, tu sais, irrévocable, tu sais, quand c'est écrit dans les testaments, là, irrévocable, euh, de croire que mon amour faisait une différence. J'avais fait ce choix-là quelque temps auparavant. Donc, quand ma mère a finalement été capable de recevoir l'amour, parce qu'il était plus bloqué par ma conviction de convaincu que mon amour ne faisait pas une différence, j'avais enfin fini de croire en cette connerie-là. Ben, l'amour que j'envoyais, qui était bloqué par mon barrage de conviction que mon amour ne faisait pas une différence, s'était effondré. Elle a enfin pu recevoir mon amour et elle me l'a verbalisé mot pour mot. Coudon, on dirait vraiment que tu m'aimes. C'est la phrase, tu sais, c'est comme si elle me l'aurait tatouée puis ça aurait fait la même chose. Je vais me rappeler de cette phrase-là toute ma vie parce que j'ai réalisé et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que ça dépendait juste de moi, pas d'elle, mais de moi, de choisir de croire que mon amour faisait une différence. Et encore une fois, tu vois pourquoi que mon podcast s'appelle La richesse des différences, parce qu'il y a tellement des subtilités qui peuvent faire toute la différence que je pouvais pas passer à côté de t'expliquer ça. Excuse-moi, j'ai besoin de Kleenex. Si je veux être capable de continuer à te voir et à te parler. Donc, cet espace-là où j'ai choisi de croire enfin que mon amour faisait une différence m'a permis que le barrage qui bloquait mon amour, là, que ça faisait comme ça cognait, ça rebondissait toujours pour revenir vers moi et ça se rendait jamais jusqu'à elle. Donc, ce barrage-là, en s'effondrant, a permis que ça se rende. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu es convaincu que quand tu parles, ça fait pas de différence, donc que ce soit d'être convaincu que aimer fait une différence ou que quand je parle, ça fait une différence, c'est le même processus quantique, donc vibratoire.
Et c'est pour ça que tu sais, c'est pas de parler plus fort, c'est pas de parler mieux, c'est pas d'utiliser les bons mots, c'est pas tu sais, puis c'est pareil pour le marketing, là, si t'es solopreneur, là, c'est pas Facebook, Google, Messenger, c'est pas rien qui va faire la différence. C'est si t'es convaincu que ça passe ou pas, qui va déterminer si ça se rend ou pas. Et c'est pour ça que cette émission-là est là, pour que tu développes la lucidité identitaire et relationnelle et quantique qui va t'amener à te repositionner, donc te voir dans ce que tu es convaincu pour faire un nouveau choix pour qu'enfin ça circule. OK? C'est vraiment là, super important que tu te vois dans ça. Alors, et je me ramène à l'ordre. Mes petits sons, ils m'aident moi aussi finalement. Ça me, ça me réaligne, puis ça m'aide à être plus moins éparpillé dans ce que je te raconte. Alors, le point important à garder en tête, c'est qu'il y a une grande différence entre entendre, écouter, comprendre et obéir. Alors, toujours valider lorsque tu tentes de communiquer si ça se rend ou pas. Et là, je te donne aujourd'hui des petits trucs le fun pour ça. Donc, l'incitatif d'intégration pour t'aider je dirais, dissoudre l'illusion que quand tu parles, ça donne rien, parce que tu as peut-être essayé juste par la parole, tu as peut-être essayé par les yeux, tu as peut-être essayé par les médias sociaux, on s'en fout. Tu as peut-être essayé et tu es peut-être égaré dans l'illusion que ça ne se rend pas. Donc, comment tu peux ramener ça pour que quand tu parles, OK, on va se limiter à l'aspect je parle avec quelqu'un, pour que quand tu parles, ça se rend. Alors, premièrement, commencer par valider la posture conversationnelle, donc la tienne et celle de l'autre. Comment on peut valider ça? Ben, poser des questions très simples, très pertinentes, qui va te permettre d'accéder à une posture conversationnelle dans laquelle il y a de la place à ce que ça se rende. Alors, je te donne 3 questions que tu vas pouvoir utiliser lorsque tu as quelque chose d'important à dire, que tu ne fais pas juste parler de la pluie du bon temps, là, mais que tu as envie de parler à quelqu'un, tu as envie que la personne t'entende, tu as envie qu'elle comprenne, tu as envie que ça fasse une différence ce que tu as à dire, parce que tu as l'intention d'avoir des bénéfices de cette conversation-là, parce que tu as un objectif en t'exprimant. Donc, si tu veux arriver à un objectif, ben c'est important que tu crées, tu sais, quand je dis une posture conversationnelle, ça veut dire que tu crées un espace de communication. Parce que, je vais te donner un exemple très drôle, très concret. L'autre matin, il s'est passé quelque chose de très... tu sais, j'ai eu une matinée là, de 3/4 d'heure d'une intensité incroyable. Mon chum m'avait dit qu'on avait une souris dans la piscine et moi, je suis devenue comme un enfant de 3 ans. Hey, il faut que j'aille jouer avec la souris pour me rendre compte que finalement, c'était un bébé taupe, que je capotais, puis j'étais toute énervée. Je reviens, il y a un arc-en-ciel dans la cour, donc je suis totalement survoltée. Et là, mon chum, il commence à me raconter son rêve de la nuit passée. Et moi, je cours comme une folle, ben, je suis en train de me préparer pour aller travailler. Puis là, je retourne jouer avec la petite taupe, puis essayer de la sortir de là, puis là, je rentre, et là, mon chum, il me fait une grosse baboune. Puis là, il est fâché, il dit, coudonc, ça fait pas de différence dans ta vie que je te parle. Là, j'étais comme, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai réalisé que, hey, c'est vrai que ma tête, tu sais, je suis un enfant de 3 ans qui est en train de triper avec un arc-en-ciel puis une taupe, là, un bébé taupe, là. Fait que, non. Et là, donc, je m'excuse à mon chum. Hein? J'ai dit, c'est parce que tu peux me parler n'importe quand, là. Puis un bébé taupe, j'en ai jamais vu, là. Puis je voulais jouer avec, là. Puis je suis pressée pour aller travailler. Puis là, fait que là, j'étais comme toute... je voulais tellement pas faire de peine à mon chum. Puis je m'étais tellement pas rendu compte que je l'écoutais pas. Mais ce qui a été génial, puis moi, j'étais vraiment contente, il me l'a dit, OK? Donc, et il a exprimé son besoin d'être écouté, son besoin d'être entendu, puis tu sais, c'est tellement important pour moi, son bonheur est tellement important. Puis mon chum, c'est un introverti, un grand introverti, puis il commence à s'ouvrir
de plus en plus à moi, puis ça me touche tellement qui s'affirment, qui me disent hey, qui me disent je suis pas content, qui me disent tu viens de me faire de la peine. Je me sens tellement honorée de sa confiance à faire son coming out de j'ai besoin. Donc, tu sais, fait que d'arriver à le blesser si facilement avec quelque chose qui était tellement involontaire, tu sais, je me suis dit, est-ce que est-ce qu'il y avait plus besoin de s'affirmer que moi j'avais besoin de m'amuser, tu sais, il y avait c'était un beau moment, vraiment un beau moment, un matin très intense en 45 minutes, tout ce qui a pu se passer. Mais quand je te dis que ne sois jamais convaincu, ne sois jamais convaincu que tes besoins dérangent, que tes besoins n'ont pas leur place et que de les dire va déranger. Parce que de la même façon que quand j'ai commencé à m'affirmer dans mes besoins au lieu de me rendre malade ou de me blesser pour dire à mon chum non ou j'ai besoin, euh, et que au début, ça le dérangeait parce que c'était différent, parce que devenais une nouvelle Chantal et pour lui, c'était encore de réapprendre à m'aimer. Mais la seule chose que j'aimais changer dans celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, c'est que je sais qu'il veut m'aimer, puis de m'affirmer, puis de dire oui, non, j'aime ou j'aime pas, lui permet de m'aimer avec plus de facilité. Tu sais, il sait comment m'aimer parce que j'y donne le mode d'emploi. Donc, dis-toi que lorsque tu t'exprimes dans tes besoins puis tes limites à des gens, tu permets la proximité, mais tu leur permets aussi de t'aimer du mieux, du mieux qu'ils peuvent parce que tu leur donnes le mode d'emploi. Donc, c'est vraiment un espace hyper précieux à explorer, à du moins essayer. OK? Donc, mais là où ça va faire une différence quand je dis essayer, ça va être Chantal, dis pas ce mot-là! On n'essaye pas. OK? On expérimente quelque chose de nouveau. Parce que, encore une fois, ce qui va faire une différence entre je dis quelque chose et l'autre réagit différemment, c'est je dis quelque chose sans être convaincu du résultat. OK? Puis ça, là, c'est encore plus important que n'importe quoi que tu vas dire. Si tu es convaincu de sa réaction à l'autre, il n'y a rien qui va changer. Donc, dis-toi, quand tu vas dire quelque chose, admettons qu'il réagirait le mieux du monde. Admettons qu'il réagirait, puis ça me ferait tellement plaisir, sa réaction. OK, rouvre là le champ des possibilités au maximum. Là. Dis-toi, admettons que je dirais quelque chose, là, puis tout à coup, là, je serais comblée. Tout à coup, il m'entendrait. Tout à coup, il me comprendrait. Donc, rouvre, au lieu d'être convaincu par rapport au passé, rouvre le champ des possibilités que tout à coup, que c'est le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle réalité où tu es vu et entendu pour ce que tu es, pas pour ce que tu dis ou ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et ça, ce que tu es, comme je disais tantôt, quantiquement, ça ne ment pas. Donc, dépêche-toi que ta bouche, tes yeux, ton cœur, tes paroles et tes gestes soient en accord avec ce que tu es et tu vas enfin pouvoir être aimé pour ce que tu es. Tout, pas juste des petits bouts. Donc, c'est le message que je veux que tu retiennes avec ces trois trucs-là que je te donne. Les trois trucs, les trois trucs. Trois questions à poser avant d'entrer en communication avec quelqu'un. Est-ce que c'est un bon moment? OK? Deuxièmement, puis-je te parler de quelque chose d'important pour moi? Et troisième question, quelle serait la meilleure façon d'avoir toute ton attention quand j'ai quelque chose d'important à te dire? OK? Puis c'est pas à ce moment-là que la conversation va avoir mieux. Parce que là, tu demandes comment créer le contexte parfait. Avec ces trois questions-là, tu vas pouvoir créer un espace communicationnel où les deux sont dans une posture communicationnelle, d'ouverture, d'écoute et de perspicacité, si on peut dire. Donc, et ça.
Et moi, c'est très simple, notre truc à moi puis mon chum, parce que j'ai fait ce processus-là il y a à peu près, je sais pas moi, 15 ans, là. Notre processus pour arriver à créer cet espace-là, c'est chérie d'amour. Nous autres, c'est notre call. Quand lui ou moi commençons notre phrase avec chérie d'amour, c'est notre bouton rouge, là. Hey, je veux te parler. OK? Donc, on commence par chérie d'amour, là. Tous les sens là, sont tournés vers la personne. Chérie d'amour, ça veut dire écoute-moi. Et là, mettons, soit j'ai quelque chose que je veux te parler, c'est quand est-ce qu'on pourrait se parler? Est-ce que c'est un bon moment pour te parler? Puis, est-ce que je peux te parler de quelque chose d'important? Puis là, dans est-ce que je peux te parler de quelque chose d'important? On doit donner le droit à l'autre de dire, ben maintenant, c'est pas un bon moment, oui, demain, ou peu importe, OK? Donc, ces trois questions-là vont vraiment amener beaucoup plus de confort dans ton couple, dans tes relations, qui va faire que tu vas pouvoir dissoudre ta conviction que quand tu parles, ça donne rien. Tu vas pouvoir te repositionner, semer le doute, le nourrir et nourrir ta foi en quand je communique, ça donne quelque chose parce que tu vas avoir de plus en plus expérimenté un espace communicationnel sain. Et ça fait toute la différence, là, vraiment, là, c'est pas des blagues ce que je te dis là, je l'ai testé et retesté, là, que ce soit avec mon chum ou avec n'importe qui, j'utilise cette méthode-là et puis ma posture, bien sûr, là, ma posture fait une grosse différence, mais à la base, avec des gens non initiés ou quand ton usage est pour l'autre et non pas juste pour toi, ben, d'utiliser ces questions-là va vraiment t'aider. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui, mais je ne t'ai pas oublié. J'ai bien sûr un mantra pour te faciliter l'intégration de ce contenu-là et je te le donne dès maintenant. Alors, je te conseille toujours, là, je ne sais pas si je t'avais déjà dit, mais quand tu verbalises un mantra, je t'invite à prendre une bonne respiration profonde, te secouer pour te remettre au neutre, pour donner une dilatation maximale pour que quand tu vas le dire à voix haute, le mantra qui va s'intégrer, là, vraiment, ça va générer un mouvement à l'intérieur de toi. Donc, respiration profonde, secousse et on y va. Puisque je sais que je communique davantage avec mon corps que ma voix, je m'applique à habiter mon corps en confiance lorsque je veux être entendu. Alors, je répète, puisque je sais que je communique davantage avec mon corps que ma voix, je m'applique à habiter mon corps en confiance lorsque je veux être entendu. Et quand je dis en confiance, ça veut dire que je ne suis pas convaincue de rien, mais je permets que ce que j'ai à dire ait sa place et je permets que ce soit entendu de la bonne façon. Donc, je ne bloque jamais le champ des possibilités, comme quoi il peut se passer la chose la plus extraordinaire après que j'aille parler. OK? Donc, c'est vraiment vers ça que le mantra va t'amener progressivement. Alors, je termine l'épisode en te disant, ben garde, si tu as aimé ça, mets des pouces. Si tu as aimé ça beaucoup, beaucoup, ben partage-le en plus. Et bien sûr, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je vois que j'ai beaucoup de gens fidèles à l'émission, puis c'est vraiment un plaisir incroyable, insoupçonné même. Je pensais pas avoir autant de plaisir à produire mon podcast, mais c'est vraiment un moment privilégié pour moi de passer avec toi ce temps-là où est-ce que je te raconte à la fois ma vie, mon amour de la vie, ma passion de la vie, mais à quel point chaque petite différence peut faire une grosse différence dans une vie. Et j'espère que tu as déjà commencé à en vivre dans ta vie. Si tu en veux plus, ben viens vers moi, inscris-toi à l'école, qu'on ait du fun ensemble. C'est vraiment un espace que j'aspire à partager davantage, un monde où la richesse des différences est ce qu'on a mieux à offrir. Donc, je te souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler de écouter versus entendre. Donc, on va l'autre côté. On va de l'autre côté de parler et communiquer. Je te souhaite une bonne semaine et au plaisir de te revoir bientôt. Bye!